Faut un peu de temps, le temps que les viewers arrivent. C'est Tant ça. le temps On que a les laissé un peu de viewers temps. arrivent. Que je me mute ici. Bonjour. Comment ça va? On vous voit, on vous On entend. nous voit, on nous entend. Nickel. Les gens vont On est en arriver doucement. direct. Ça y est. T'as fait un tweet du coup, Claire, c'est ça? Je t'ai retweeté. Ouais, moi aussi. Ok. Ça retweet, ça Ok, ok. retweet. Alors, Et Jackie retweet aussi. Tout le monde retweet. Non, c'est important, ce stream. C'est important et c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu passé à la trappe. Et ça m'énerve. Parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, le porno. Le piquet de stream ne me suivez pas sur Twitter. Bah, je viens de m'occuper. Je ne vous félicite pas. Fallait que ça me suive la veille de la fin du Bah piquet. ça va, il y a des gens qu'on a jamais follow, donc bon. Ça va, je fais partie des Parce qu'on a oublié. privilégiés. Je me mute, je vous laisse faire votre stream, mais je suis là si jamais il y a un souci. Super. Ah, on est déjà 49. Bonjour le chat. Bonjour tout le monde. Ce soir, on est avec Eva Voss. Est-ce que ça se dit Eva Voss ou Eva Vox d'ailleurs? On dit Eva Voss. Ok, Eva Voss. On va vous parler d'un rapport au Sénat qui a été auditionné il y a 2 semaines à peu près, 2-3 semaines, sur le sujet de la pornographie, qui est un rapport qui a été mené par, il me semble, 4 sénatrices venant de tous horizons politiques, sur en gros une prohibition du porno, pour faire simple. Donc on va débunker ensemble ce rapport qui est absolument ahurissant de bêtises. Ça va être super. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Pourquoi je m'entends double? Pourquoi est-ce que je m'entends double? C'est en fait, c'est l'ordi d'Eva qui entend un peu le son et le rebalance dans le micro. On peut pas faire grand chose. D'accord. Ah mince. Okay. C'est pas très grave, t'inquiète. Aucun souci. Donc du coup, Eva, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Du coup, je suis Eva Voss. J'ai un peu deux casquettes. Je suis chargée de plaidoyer pour l'association de lutte contre le VIH/SIDA à Paris sur les questions relatives aux droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Et à côté, je suis aussi moi-même actrice porno. Et du coup, je suis enfin, je suis de près les questions relatives à mes droits, puisque c'est en train de se réduire encore. Voilà. Merci le Sénat. Merci les politiques français. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'initiative l'initiative de ce rapport? Pourquoi ce rapport? Pourquoi maintenant? Voilà, qu'est-ce qui a motivé tout d'un coup ces sénatrices à justement s'intéresser aux questions de travail du sexe, et notamment de porno? Je pense que c'est pas un travail qui est nouveau. C'est juste que maintenant, c'était le bon moment pour aboutir vers des évolutions législatives. Mais ça fait en fait plus d'une dizaine d'années que les idées qu'il y a dans ce rapport sont véhiculées par certains médias et par certaines associations euh, dites féministes, body féministes, ou certaines politiciennes. Enfin, c'est un truc voilà, il se trouve que au niveau international, il y a eu beaucoup de mouvances, enfin, d'alliances entre des associations soi-disant féministes et des lobbies religieux pour des changements législatifs. En Europe, il y a un peu les mêmes mouvances, même si ça prend peut-être moins. Enfin, ça va dépendre des États. Et du coup, je pense qu'il y a une logique un peu comme ça qui est internationale. Et ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a eu
euh, un nombre important de plaintes pour viol dans le cadre de tournage pornographique. Et ces plaintes, enfin ces actions en justice-là ont été accompagnées par des associations abolitionnistes qui ont leur agenda et elles veulent se servir de ça pour qu'il y ait des évolutions Mhm. du cadre légal. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la loi de 2016 de la pénalisation du client? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas exactement ce que c'est et ce que ça implique pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Du coup, la loi de pénalisation des clients, ça concerne le secteur d'activité de la prostitution et Ouais, pas de la pornographie. ouais. Elle est passée, enfin, avant cette loi, il y avait le délit de racolage Mhm. passif Mhm. qui avait été passé donc sous Sarkozy, Mhm. qui avait été contesté par les travailleuses du sexe. Au bout d'un moment, les politiques ont dit, bon, ok, on veut bien abroger ce délit de racolage, mais à la condition qu'on pénalise les clients, ce qui a été en Mhm. fait pire d'après les remontées de terrain. Ça a induit des conséquences assez graves sur la santé des travailleuses du sexe parce qu'elles se sont retrouvées précarisées et une fois qu'elles sont précarisées, elles acceptent Il y a plus de des clients pratiques et... Ouais. qu'elles ne faisaient pas auparavant, elles avaient moins de pouvoir de négociation. Mhm. Des dommages aussi sur la sécurité. Il y a eu énormément en fait de meurtres ces dernières années parce que elles vont travailler dans des endroits plus reculés Mhm. et où elles sont moins enfin, moins facilement protégées en cas de violence. Les associations communautaires et de santé avaient fait... salut Jackie! Euh, Il est à côté de moi. les Caché. associations de santé communautaire avaient fait un recours une question prioritaire de constitutionnalité qui n'avait pas abouti. Et depuis, il y a eu exactement 261 travailleuses du sexe qui ont porté un recours en Cour européenne des droits de l'homme Mhm. pour revenir sur la pénalisation des clients. Alors je posais cette question parce que, on va le voir dans ce rapport, il y a énormément de parallèles qui sont faits par les rapporteurs sur justement la prostitution et, le porno, puisque on voit dans ce rapport que pour les rapporteurs, pour elles, le porno, et aussi quand on parle du porno, on parle aussi de OnlyFans, du camming, etc. C'est énormément euh, mis en lien et en parallèle avec la prostitution. C'est pour ça que je voulais qu'on parle très rapidement de cette loi avant. Déjà, moi, la première chose qui m'a frappée dans ce rapport, c'est un truc tout con, qui est qu'on décrit l'industrie du porno comme... C'est-à-dire qu'on dit cette industrie machine à broyer les femmes, une industrie de violence, etc. Et tout d'un coup, le terme industrie devient quelque chose de négatif, alors que c'est un terme neutre. Personne se plaint de l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, l'industrie de la mode, l'industrie du tourisme, n'importe. Pourquoi tout d'un coup, le porn, parce que c'est une industrie et parce que c'est un environnement professionnel où il y a des gens qui travaillent légalement, rappelons-le, hein. C'est légal en France le porn, pardon, autant pour moi. La prostitution aussi. Et la prostitution aussi, c'est légal, mais pourtant on pénalise le client, ça n'a pas trop de sens. Mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, l'aspect capitaliste du porn devient, selon ces sénatrices, un outil de domination, là où on ne va pas du tout utiliser les mêmes termes pour des industries où il y a aussi des abus, comme l'industrie de la mode par exemple.
Donc moi, c'était le premier terme déjà qui me faisait un peu tiquer, c'est pourquoi tout d'un coup, quand il s'agit de porno, qui est encore une fois une activité légale, euh, le fait que ce soit une industrie pose problème, là où d'autres industries, on trouve ça très bien, et au contraire, on encourage justement le développement de ces industries-là en disant oui, c'est super, on industrialise la France avec, je sais pas, la mode, le tourisme, etc. Mais le porno, tout d'un coup, ça devient un souci. Il y a cette idée que le capitalisme doit s'appliquer à tout, sauf au sexe. Là où on sait que pourtant, enfin, oui, le sexe peut être enfin, le travail du sexe est un travail et donc doit être considéré comme tel par la loi, sachant qu'en plus c'est légal. Donc ça me faisait un peu tiquer. Toi, comment t'expliques justement tout d'un coup ce rejet entre guillemets du capitalisme quand il s'applique au sexe, là où on va l'encourager dans n'importe quelle autre industrie, y compris des industries qui peuvent aussi être terrain d'abus. J'avoue que moi, ça me dépasse un peu, enfin, parce que c'est vrai que, enfin, au niveau bah, souvent au niveau des solutions proposées pour lutter justement contre les abus dans le capitalisme, par exemple, dans le secteur, dans d'autres secteurs culturels, en fait, parce que les pornographies font partie du secteur Mhm. culturel, il va pas y avoir du tout les mêmes réponses. Par exemple, sur le secteur du cinéma, on va dire, ah, il y a euh, des représentations qui sont sexistes au cinéma. Bon, bah, comment on va encourager euh, une plus grande diversité Mhm. euh, de représentations cinématographiques pour que y ait plus de femmes autrices de films, pour que, enfin, y ait pas tout le temps les mêmes les mêmes stéréotypes qui soient véhiculés, etc. Et ça passe par bah, des logiques de subvention, etc. Un peu Mhm. des discriminations positives. C'est Ouais. ça que fait le secteur culturel en France. Et pour le porno, c'est un impensé total, alors que en Allemagne, ils se disent, bon, bah, on va financer du porno qu'on va jugé féministe, morale, etc. Bon, ça peut poser aussi d'autres questions de l'État, enfin voilà. Mais, mais, euh, mais en soi, dans ce secteur d'activité-là, ouais, on va pas du tout proposer les mêmes réponses pour lutter contre les rapports de domination au travail. Et ça, c'est comme si elle rejetait finalement euh, toutes les valeurs Qu'elle qu'elle prône, ouais. prône pour d'autres secteurs d'activité. Donc je comprends pas, quoi. Mais d'ailleurs, ce qui m'a fait halluciner en lisant le rapport, c'est qu'elles ont donc interviewé des travailleuses du sexe, donc des personnes qui sont actrices, réalisatrices, productrices, etc., qui justement leur ont donné des, 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 des clés de changement en disant voilà, on peut faire du porn de manière plus éthique, on peut faire des chartes, on peut faire améliorer les conditions de travail, ou ne serait-ce qu'un truc tout simple, appliquer le droit du travail au porno, juste ça. Et la réponse des rapporteurs, ça a été en gros, on considère que le porno éthique c'est juste du feminist washing, que ça n'existe pas. Et donc on ne va pas appliquer vos mesures, on ne va pas appliquer vos recommandations parce que, en gros, on s'en fout et qu'on est sur notre agenda abolitionniste et qu'on part du principe que même vous, actrice du secteur, qui connaissez votre métier et qui connaissez votre industrie, presque vous n'avez pas la légitimité à pouvoir offrir des solutions. Et vous êtes juste là, en gros, pour défendre un système oppressif. Et ça m'a fait un peu halluciner. Toi, quels ont été les retours que tu as eu justement de ces travailleuses qui ont été auditionnées par le Sénat et qui justement ont collaboré avec le Sénat pendant 4 mois. C'est quoi le retour de ces travailleuses selon toi? En fait, être auditionné par des sénatrices, c'est pas rien. Donc, il y a Mm. eu énormément de
travail qu'elles ont fait en amont pour parler en un minimum de temps, donner un maximum d'idées de manière claire, en se documentant, en demandant aux collègues ce qu'elles pensent, etc. Enfin, il y a eu un vrai travail en amont, gratuit. Les Mhm. sénatrices, elles font pas du travail gratuit, hein. Non, clairement. Euh, et je trouve que c'est extrêmement exposant comme posture, que les sénatrices se sont Mhm. vraiment mal comportées avec elles. Enfin, il y en a qui se permettaient bah, de transformer leurs propos en direct et tout. Enfin, j'avais regardé ces auditions et c'était assez, assez choquant. Enfin, il y avait Mhm. un mépris de classe. Ouais. Je pense que ça, elles l'ont ressenti très Mhm. fort. Et quand elles ont lu le rapport, elles sont senties trahies, humiliées du fait que bah, on ne respecte pas leurs paroles, quoi. Ça Mhm. prétend lutter contre les violences faites aux femmes et on n'écoute pas les femmes qui Qui sont parfois concernés. en ont été victimes, en fait, parce que ça a Mhm. été... euh, ça a été dit pendant ces auditions, donc je pense qu'il y a eu une espèce de colère une et c'est pas que le cas des travailleuses du sexe, ça a été aussi le cas de chercheurs qui ont été auditionnés, Mhm. qui ont été révoltés par ce qui était inscrit dans le rapport. Et la réaction, ça a été collectivement de produire une tribune Mhm. qui est dans mon tweet épinglé, je l'enverrai après sur Ouais. le chat, mais, mais qui contestait en fait ce qui était dit dans le rapport et à quel point bah, en fait ça pose aussi un problème démocratique Absolument. que de auditionner des personnes, d'extraire, enfin et de considérer un rapport sénatorial, donc c'est fait avec de l'argent public, comme une espèce de texte à trous dont on rajoute que les morceaux Qui nous arrange, ouais. qui les intéressent, quoi. Absolument. Mais d'ailleurs, j'étais assez choquée parce que j'ai lu le rapport du coup hier et aujourd'hui. Moi, je connaissais un peu des résumés du rapport, mais je l'avais pas lu complètement, donc là, ça y est. Et j'ai halluciné de voir des articles de Jackie Cité, des articles où j'ai été interviewée aussi, notamment un article du Monde cité, mais en utilisant, voilà, en gros, des citations de manière complètement détournée. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'article de Jackie explique le fonctionnement de Pornhub, donc des tubes, juste comment ça fonctionne en termes de business model, c'est-à-dire que en gros c'est un site de diffusion, on peut uploader des vidéos et le business model de Pornhub c'est tout simplement de vendre du trafic à des annonceurs, c'est de l'affiliation. Mais comme il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de sites qui font de l'affiliation, et pas forcément que dans le porno, il y en a absolument partout. Euh, et donc voilà, c'est juste leur business model, de la même manière que vous avez des sites, par exemple, d'information gratuite. Je prends le cas de Combini, par exemple, qui ont leur propre régie d'affiliation et qui font des articles affiliés, qui ont qui ont de la publicité dans des pop-up à côté, etc. Et c'est ce que fait Twitch aussi. Et ça ne pose aucun problème. Mais bizarrement, quand c'est Pornhub, ça en pose. Et cette phrase de Jackie qui est juste d'expliquer, bon bah voilà, Pornhub fait de l'affiliation, et c'est comme ça que ça fonctionne, et tout d'un coup modifié en disant oui vous voyez bien c'est une entreprise qui est là pour générer le plus de trafic possible et pour balancer des contenus extrêmement violents au plus de monde possible à une masse, etc. Et en fait non, c'est ce qui est pas dit, c'est pas vraiment ce qui est dit dans l'article et c'est pas comme ça que ça, enfin c'est pas parce qu'on décrit le fonctionnement économique d'un site qui est tout simplement voilà, c'est un site qui fait du trafic et qui vend ensuite de l'espace publicitaire comme n'importe quel site, comme Twitch, comme YouTube, comme la plupart des sites internet, que tout d'un coup ça en fait cette espèce de machine tentaculaire qui est là pour inonder tout un foyer de contenu extrême. Donc, avec une ambiguïté en plus sur le terme trafic, comme dit Jackie.
Euh, donc voilà, avec l'ambiguïté entre le trafic d'internet et le trafic d'êtres humains, alors que ça n'a strictement aucun rapport. Euh, donc oui, ce truc d'inviter les concernés mais ne pas les écouter ni prendre en compte leurs propos. Et moi ça m'a fait vraiment halluciner parce que on peut lire des extraits de témoignages justement des travailleuses du sexe et puis une petite conclusion de 3 lignes des rapporteurs qui disent oui bon en fait on considère que voilà. Par exemple, c'est pourquoi les associations féministes estiment que la pornographie n'est rien d'autre qu'une prostitution filmée qui recouvre les facettes de l'activité prostitutionnelle, achat d'actes sexuels, proxénétisme et violence prostitutionnelle. Tout ça après des paragraphes et des paragraphes de témoignages de performeuses et travailleuses du porno qui lui expliquent comment elles ont envie de faire leur travail de manière plus éthique et de manière plus safe. C'est assez... c'est assez hallucinant. Pareil, j'avais lu cet extrait que j'ai envie de vous lire parce que je l'avais trouvé hallucinant. C'était après des citations de Carmina qui explique justement sa démarche de porno éthique, etc. Qui dit il n'y a pas de porno éthique dès lors que l'on comprend que c'est le porno. On est censé comprendre que ça ne devrait plus exister et que la pornographie devrait être interdite. Donc je comprends pas l'intérêt de passer 4 mois à faire déplacer des travailleuses qui viennent gracieusement se livrer, essayer de faire avancer l'industrie pour conclure en 2 lignes qu'à partir du moment où c'est du porno, de toute façon c'est de l'exploitation. Je trouve qu'il y a un tel mépris dans ce rapport que je trouve ça assez fou et je voulais avoir ton avis justement sur cette mouvance féministe qui est quand même très blanche et bourgeoise, justement sur cette vision du travail du sexe et de la pornographie particulièrement, et ce mépris de classe aussi. Pour moi, en fait, je sais pas à quel point elles s'en rendent compte ou pas, mais elles reproduisent en fait exactement les mêmes schémas de domination qu'on peut trouver dans le patriarcat, avec certaines femmes qu'elles vont considérer comme inférieures à elles, qu'elles vont considérer comme incapables de penser par elles-mêmes. Parce que je me souviens que pendant les auditions, il y avait des sous-entendus comme quoi en fait c'est des femmes, mais en fait derrière c'est la parole d'un homme. Alors, on est tout le temps amalgamé, enfin on nous parle tout le temps enfin il y a cette mythologie du grand lobby de proxénètes quand même, qui est international, hein, c'est un peu des mouvances comme ça qui complotistes, qui créent un mythe du grand lobby de proxénètes pour dire que les femmes parce que quand même dans le mouvement pour les droits des travailleurs du sexe, c'est quand même une majorité de femmes, mais c'est pour invalider la parole de ces femmes euh, qui, qui, euh, qui qu'elles inventent ce truc. Donc en fait, pour moi, ça c'est une stratégie extrêmement sexiste. Elle pourrait dire, ok, on n'est pas d'accord, mais ce que vous dites quand même, on va quand même y penser parce que peut-être ça pourrait modifier un peu notre manière de voir des choses, et on pourrait avoir un équilibre. Ça, cette éventualité-là n'est même pas pensée, quoi. Non. Parce que mais ce que j'ai trouvé fou, par exemple, c'est que il part du principe qu'une jeune femme qui décide de faire du porno est forcément une jeune femme qui a été victime elle-même d'abus, qui vient d'un environnement forcément oppressif, etc. Il y a notamment une citation du journaliste Robin D'Angelo, qui... non, faut que je te la retrouve parce elle m'a fait beaucoup rire. En gros, qui explique que on peut pas considérer le consentement d'une jeune femme de 19 ans qui vient d'un milieu en gros violent au consentement d'une femme de 35 qui viendrait d'un milieu privilégié et qui déciderait de faire du porno pour le plaisir, en disant juste après de toute façon ça n'existe pas, une femme de 35 ans qui choisit de faire du porno parce qu'elle en a envie. Et j'ai trouvé que dans l'ensemble de ce rapport, il y a une idée hyper infantilisante en fait des travailleuses du sexe et notamment des jeunes travailleuses du sexe.
Et, et je trouve ça assez fou, cette idée qu'on puisse complètement oublier le consentement d'une jeune femme à cause de son âge, comment ça s'appelle, son background culturel. Mais par contre, ça poserait pas de problème, par exemple, un jeune homme de 18 ans qui s'enrôle dans l'armée. Cette idée qu'à partir du moment où on est une jeune femme, on ne peut pas décider par soi-même. Hein. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti justement pas que dans ce rapport, mais même dans la façon dont les féministes abolitionnistes considèrent juste les travailleuses du sexe de manière générale? Ben, il y a une stigmatisation très forte des actrices porno Mhm. dans la société de manière générale. Enfin, on peut très, très facilement être vu comme des pauvres filles, etc. Enfin, il y a un peu cette mythologie-là, alors que quand on rencontre les personnes, on voit bien en fait, il n'y a pas de profil type, de parcours type, etc., quoi. Enfin, chacune a, a son identité propre, quoi. Mm. Euh, c'est pas homogène. Ouais, Mais je pense que oui, c'est une manière de nier le fait que, ben, en fait, on est des citoyennes à part entière, qu'on pense par nous-mêmes, que on agit de manière, enfin, elle nie notre capacité à agir par nous-mêmes. Et c'est des stéréotypes. Enfin, en fait, elles utilisent les stéréotypes qu'il y a pour invalider notre parole et que ça passe tranquille, quoi. ouais, Et absolument. par contre, elles savent tout. Et elles savent même mieux que nous si on consent ou pas. Et ça, enfin, je trouve ça assez dingue que du coup, Robin d'Angelo Mhm. puisse dire Le que fameux. y a, tel telle nana de 35 ans, machin, ou de 20 ans, moi je sais qu'elle consent ou qu'elle consent pas. Enfin, il y a que la femme qui Absolument. peut le dire. Absolument. Et moi, je me souviens quand son livre est sorti à Robin D'Angelo et qu'il a fait justement de la promo pour le livre. Il y a Manuel Ferrara qui est donc acteur porno français basé aux États-Unis qui avait justement réagi à ces vidéos en disant mais attends, tu assistes à des scènes de violence, tu assistes à des scènes de viol et tu n'interviens pas. Et ensuite tu viens tu viens faire la leçon à l'ensemble de l'industrie en disant regardez, vous êtes des monstres, vous violez des femmes, etc. Mais qu'est-ce que toi tu as fait dans une situation où tu pouvais intervenir, qu'est-ce que tu as fait en fait? T'as préféré te taire pour bien nourrir ton bouquin, alors que tu aurais pu écrire j'ai assisté à une scène et je suis intervenue là où personne n'intervenait, mais non, tu as laissé faire ça et tu as continué à le faire pour nourrir ton narratif. Et moi j'ai été très choquée par l'ensemble des citations de Robin D'Angelo dans l'intégralité du rapport, parce que j'ai trouvé toutes ces citations extrêmement paternalistes, hein, sur cette idée que déjà lui connaissait mieux l'industrie que les gens qui y travaillent, que parce qu'il avait assisté à des tournages violents ou des tournages par exemple où il y avait de la drogue, c'était l'ensemble des tournages qui étaient comme ça. Et considérer que son seul point de vue en tant qu'homme et en tant que journaliste décrivait du coup l'intégralité de l'industrie, qu'elle soit en France ou ailleurs, par ailleurs. Et j'ai été extrêmement choquée en fait de, 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 de sa parole dans ce rapport et de la façon dont sa seule parole à lui est utilisée presque comme une justification en fait de tous les euh, de tous les délires presque de délires presque complotistes en fait sur l'industrie. Bah, c'est vrai que même dans sa démarche à lui, enfin, ça avait été très critiqué par les travailleuses du sexe. Et je sais que c'est un ouvrage dont on n'a pas fait la promotion.
le bouquin qu'il avait écrit parce que l'une des personnes sur qui il a écrit n'était pas consentante. Ah, je savais pas du tout ça. Du coup, et elle avait fait quelques entretiens avec lui. Mhm. Puis au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que justement, il la voyait comme une pauvre fille et puis il la décrivait comme quelqu'un qui était limite, qui était très fragile psychologiquement, etc. Alors qu'elle ne se sentait pas comme ça, elle n'avait pas envie enfin, D'être. elle voulait avoir un minimum de contrôle sur son image en fait, Ouais, et il n'a pas respecté ça. Et du coup, quand je pense que ça pose enfin, je pense qu'il y a un vrai problème déontologique en fait dans sa démarche, que quand on veut dénoncer des violences sexistes, mhm. euh, et il vaut mieux pas en produire soi-même, parce que finalement le regard qu'il va porter sur ces femmes va pas être forcément si différent, Absolument. sauf qu'il se place du côté du sauveur des violences qu'il peut y avoir sur des tournages, quoi. Ouais. Et c'est ça, c'est ce que dit Jackie. Après, ça vient faire des leçons de consentement dans le rapport au Sénat, en expliquant que, C'est ça. en gros, une femme de tel âge ne peut pas consentir, ne peut pas consentir, mais par contre, lui, il peut complètement utiliser des témoignages et les modifier sans le consentement des principales intéressées, mais de son côté à lui, c'est ok. D'ailleurs, j'ai pas mal ri justement sur un passage du comment ça s'appelle du rapport, expliquant que à partir du moment où il y avait une femme en situation de fragilité psychologique ou de précarité, le consentement ne pouvait pas être pris en compte, donc il ne pouvait pas y avoir de question de consentement dans un contrat. Ça me fait rire parce que c'est quelque chose qui s'est appliqué à Gérard Darmanin, cette idée de précarité et d'obtenir un rapport sexuel euh, avec un échange sous-entendu avec une femme précaire. Pourquoi tout d'un coup, pour le porno, on devrait prendre en compte justement cette précarité, cette fragilité, mais on la prendrait pas en compte quand c'est nos politiciens qui justement abusent de leur pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Sachant que ces femmes, enfin, dans le rapport de Darmanin, il y a ce rapport d'autorité, etc. Et le fait que cette femme est précaire, mais on ne parle pas d'un contrat de travail avec une somme, enfin, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus Et, et, en, acceptable quand c'est nos politiques. et en plus, ce sont des idées qui sont fausses. Enfin, Mm. enfin, il y a tout un problème au niveau de ce rapport sur le droit du travail, où en fait, si on signe on contractualise, euh, qu'on signe un contrat, etc., qu'on dit que oui, voilà, c'est tant, c'est et je consens à telle et telle pratique. Si pendant la scène, si avant la scène ou même pendant la scène, finalement, finalement la personne veut arrêter la scène et ne consent pas, bah on arrête On la arrête, scène. Enfin, absolument. il n'y a pas de et si les gens ne veulent pas arrêter, le droit pénal prévaut en cas de dépôt de plainte, enfin, en aucun moment, parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un viol. Mhm. Si la personne dit que non, elle veut plus tourner cette scène, il est possible de porter plainte pour viol. Et en aucun cas, l'argument du contrat de travail, dans ces cas-là, est supérieur au droit pénal. Enfin, enfin, c'est des idées qui sont fausses, et de les véhiculer dans un rapport sénatorial, ça les normalise, Absolument. alors que non, faut surtout pas se dire que si on a signé un contrat, se dire On est on est obligé OK. de. Ouais. Oui, C'est drôle parce que aux États-Unis, dans les boîtes de production voilà, qui ont pignon sur rue et qui sont sérieuses, il y a évidemment des contrats. Et dans les contrats, il est question, par exemple, si vous allez faire, je sais pas, une scène, je sais pas, une scène boy girl, donc une scène hétéro avec juste deux performeurs, où on décide, ok, il va y avoir,
j'en sais rien moi, une fellation, un cunnilingus, un rapport vaginal, etc. C'est entièrement écrit dans le contrat. L'idée, c'est que justement, le fait que ce soit écrit dans le contrat, ok, voilà quelles sont les pratiques qui vont être faites, ça évite qu'une fois sur le tournage, justement, il y ait des pressions de producteurs, de réals, etc., qui puissent dire « Ah, en fait, on va rajouter une scène anale. » Bah non, c'est pas écrit dans le contrat. Et surtout, les boîtes sérieuses, ce qu'elles font et ce qu'elles diffusent pas forcément sur leur site, en général pour se protéger, c'est faire une première vidéo demandant aux 2 performeurs ou plus, en fonction du nombre de performeurs, ok, est-ce que vous pouvez me dire quelle pratique vous allez faire aujourd'hui, voilà, bah, j'ai fait ça, est-ce que vous avez bien signé un contrat, oui, est-ce que vous avez bien comment ça s'appelle, est-ce que vous n'avez pas bu, est-ce que vous n'êtes pas sous l'emprise de drogue, est-ce que vous vous assurez que voilà, vous êtes sobre, oui, la scène se fait. S'il y a besoin d'arrêter la scène pour X ou Y raison, elle est arrêtée pour X ou Y raison. Et ensuite, en général, il y a une seconde vidéo qui est faite à la fin. Pareil, qui ne sont pas diffusées. C'est gardé pour un système de liability, je sais pas comment dire en français, de protection légale, qui est de dire, ok, on a fait cette scène, est-ce que tu peux dire ce que vous avez fait dans cette scène ? Pour vérifier que ça correspond bien à ce qui est décrit dans le contrat. Et est-ce que vous pouvez confirmer que la scène s'est bien passée, que tout a été consenti ? Oui, c'est bon. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun dans les productions de studios américains qui ont pignon sur rue. Parce que quelqu'un parle de Evil Angel fait ça. Evil Angel fait ça, Kink fait ça. Après, est-ce que de temps en temps, ça peut arriver qu'il y ait des abus ? Ça peut arriver, c'est très rare. C'est très très rare. Mais voilà, c'est des choses qui pourraient complètement être appliquées dans les productions françaises. Mais en fait, ça se fait maintenant en France. C'est un truc qui a évolué. Enfin, maintenant, il y a les diffuseurs, ont quand même cherché à améliorer leurs pratiques, Mhm, euh, voyant qu'il y avait eu toutes ces affaires de viol. mhm. Et maintenant, il y a des coordinatrices d'intimité sur les tournages en France. D'accord. Où il y a des contrats de travail où on coche je veux bien faire telle pratique, je veux pas faire telle pratique. Mhm. Et tout est détaillé, quoi. Enfin, c'est même pour embrasser, etc. Enfin, tout est écrit, quoi. Ouais. Après, et il y a une coordinatrice d'intimité qui assiste à la scène. Mhm. Si, alors que c'était pas prévu dans le contrat, il y a quelqu'un qui fait un geste, je sais pas, qui retire le préservatif ou j'en sais rien, Ouais. bah c'est non. Enfin, elle intervient. Ouais. Et je trouve que là, enfin, c'est peut-être le seul truc un peu positif qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a quand même une volonté, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, que ce soit pour échapper à un scandale ou quoi, mais il y a une volonté d'améliorer les pratiques en termes de consentement, et ça, je trouve que c'est un peu la chose positive Absolument. qui ressort. Mais de la même manière qu'en fait, c'est ce qui est appliqué aujourd'hui dans le cinéma aux États-Unis post-MeToo, où justement c'est devenu obligatoire qu'il y ait des coordinateurs, coordinatrices d'intimité sur les tournages quand il y a des scènes intimes qui sont tournées. C'est maintenant obligatoire pour tous les tournages syndiqués. Et c'est une très bonne chose. Et est-ce que c'est venu d'abus ? Oui. La raison pour laquelle il y a des coordinateurs d'intimité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des abus avant. Mais on va dans le bon sens. Et au lieu de dire, bon, bah vous savez quoi, on arrête complètement de tourner des scènes intimes, on dit, ok, on va continuer à en tourner, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de les interdire, parce qu'il y en aura quoi qu'il arrive et que les gens auront envie d'en faire. Mais faisons-les mieux. Je réponds juste à CGT DAC. Je vais pas rentrer sur le sujet d'Evil Angel. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je connais très 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 bien l'affaire dont tu parles. L'affaire de Manu, je la connais très 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 bien, y compris les gens qui étaient sur le tournage, etc. Donc si tu veux qu'on en parle, je t'enverrai des articles. C'est pas le débat du jour, mais voilà, je précise. Et Evil fait partie des boîtes qui travaillent pour le coup de manière très éthique dans l'industrie américaine. Et qui travaille aussi avec des syndicats, avec Pineapple Support, etc. Il y a autre chose dans ce rapport, moi, qui m'a pas mal choquée.
et qui, je trouve, ne concerne pas juste le porno, mais c'est tout simplement cette idée de violence vis-à-vis du sexe. Parce que ce rapport considère que... Enfin, ce rapport ne parle que de violence. Parle constamment de violence verbale, de violence physique, etc. Mais où est-ce qu'on place le curseur de la violence? Et qu'est-ce que ça veut dire, la violence dans le sexe? Et qu'est-ce que ça veut dire, la violence consentie, la violence non consentie, etc. C'est vrai qu'il y a le terme violence pornographique qui a émergé suite à ce rapport. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Et il y a une confusion entre pratique BDSM Mhm. et violence. Et ça me pose un problème parce que euh, si en fait on pense les violences que en matière de représentation et pas sur tout ce qui se passe en hors champ, Mhm. c'est qu'on n'a rien compris en fait. Mhm. Et ça m'est arrivé, moi, des tournages où la question du consentement n'est abordée que sous l'angle de la représentation, où il faut surtout que dans la scène homme-femme, ce soit la femme qui commence le rapport sexuel pour montrer Mhm. au spectateur que la femme est consentante, etc. Mais où sur ce même tournage, on m'avait imposé de dormir avec mon patron, où c'est absolument mise devant le fait accompli, et je trouve que c'est absolument pas normal. Et c'est en ça où, pour moi, c'est deux choses différentes, quoi. Les violences sexistes et sexuelles et les représentations et les fantasmes, etc., quoi. Parce qu'on peut tout à fait consentir à une fessée ou à une pratique d'étranglement, enfin bref, je vais pas énumérer toutes les pratiques qu'elle considère comme violentes, mais en tout cas, je trouve que c'est assez inquiétant parce que si on va au bout de leur pensée, on va vers une criminalisation des pratiques BDSM, quoi. Absolument. Moi, c'est ce qui m'a vraiment choqué dans ce rapport. Enfin, c'est qu'il y a zéro considération juste de la sexualité humaine. Et du fait que les humains ont des fantasmes divers et variés, ont des pratiques sexuelles qui leur plaisent, diverses et variées, et que tout d'un coup, dans ce rapport, il y a comme une hiérarchisation de la sexualité, il y a une hiérarchisation des pratiques qui est extrêmement puritaine, Mhm. où on considère que, en gros, une fellation un peu profonde euh, est considérée comme une pratique déviante, où on considère qu'une fessée est une pratique déviante, où on considère que du dirty talk, ce sont des pratiques déviantes. Où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce que dans ce cas-là, on place le curseur dans une logique très puritaine de, en gros, le sexe c'est un homme, une femme en missionnaire dans le noir et on se regarde pas et on fait que et on est là pour faire des enfants, ou est-ce qu'on peut donner un minimum de libre arbitre à des adultes consentants et dire bah en fait bah oui, c'est une réalité, il y a des gens qui aiment se faire insulter au lit, il y a des gens qui aiment se faire cracher au visage, il y a des gens qui aiment se faire gifler, il y a des gens qui aiment des pratiques beaucoup plus extrêmes, et à partir du moment où c'est consenti, c'est ok. À partir du moment où c'est consenti entre adultes, c'est ok, et il n'est pas censé y avoir une espèce d'autorité supérieure qui décide si le consentement est valable ou non. Parce que moi, c'est cette impression que j'ai eue dans ce rapport, c'est cette idée que, en gros, ces sénatrices ont une espèce d'autorité morale sur la sexualité, et pas que sur le porno, mais sur la sexualité en général, et sont, elles, en mesure de dire ce qui est déviant et ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, on le voit dans le rapport, où il y a le terme contre-nature qui est utilisé, qui est un terme qui est utilisé, par l'extrême droite, et surtout qui est utilisé par les organisations religieuses. Il y a le terme contre-nature qui est utilisé. Qu'est-ce qu'on considère comme naturel et contre-nature? Est-ce que dans ce cas-là, on dit n'importe quel rapport sexuel qui ne donne pas lieu à la vie est contre-nature? C'est... Non, ils le disent vraiment dans le rapport. Je l'ai copié-collé parce que j'ai un peu halluciné. Mais il y a cette idée qu'en gros,
Et à propos de quoi? À propos justement des rapports... voilà, je vais vous le dire. Je pense que le porno est une idéologie, qu'il est là pour répondre à un besoin assez déshumanisant. Sur les sites pornographiques, les vidéos sont classées par catégorie. Beurette, gangbang, qui peut subir ça? Des boucaquets, des choses aussi violentes contre nature, ce n'est pas normal d'accepter ça. Donc il y a cette idée que on subit un rapport consenti et qu'il y a une autorité qui est là pour décider ce qui est contre nature et ce qui ne l'est pas. Et je trouve que ce rapport est extrêmement dangereux, juste dans la conception de la sexualité humaine, en fait, au-delà de la pornographie. Et je me dis, en fait, ça ouvre la porte à quoi? Ça ouvre la porte à quoi? Parce qu'on commence par la pornographie, parce que c'est la pointe exposée de l'iceberg et que c'est très facile de discriminer les travailleurs et travailleuses du sexe. Et c'est très facile d'agiter le drapeau de oh mon Dieu, on va sauver les victimes. Mais ça ouvre la porte à quoi ensuite? Et on voit aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a des républicains et des conservateurs qui sont là justement pour essayer de policer la vie sexuelle des gens et de policer aussi leur identité de genre, leur orientation sexuelle, etc. Et ça ouvre la porte à quoi en fait, moi, quand je dis ça? Et surtout, ça donne cette idée que des adultes consentants, en réalité, ne peuvent pas vraiment consentir à des rapports ou qu'ils sont conditionnés à aimer certains rapports. Et ça, je trouve ça dingue. Il y a moi, la phrase qui m'avait choquée, c'était il faut les protéger de leur propre consentement quand même. Ça, Ouais. c'est peut-être le truc. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je me dis, mais bientôt, elles vont surveiller les gens, ce qu'ils font dans leur lit, quoi, si elles pouvaient. Ouais, C'est tellement. complètement. Parce que, ouais, peut-être que parce que pour elles, ouais, il y a cette idée aussi de créer un délit d'incitation aux violences sexuelles. Mhm. Parce que s'il y a des vidéos du coup BDSM, qu'on les regarde chez soi, ça peut nous donner envie D'essayer. de reproduire chez nous. Et alors là, c'est vraiment mal, quoi. Parce il y a la confusion entre violence sexuelle et BDSM. Et du coup, ça placerait les représentations comme responsables en cas euh, de, de violence s'ils voient. Enfin, je sais plus où je voulais. Mais dans les recommandations d'ailleurs des rapporteurs, il y a euh, mettre un bandeau sous les vidéos pornographiques en disant en gros vous êtes en train de regarder des violences sexistes et sexuelles qui sont passibles de poursuite. Je me dis mais alors quoi? Et puis surtout encore une fois, enfin qu'est-ce qui est une pratique violente, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que on considère que voilà, des jeux d'impact entre adultes consentants c'est violent, mais par contre un missionnaire entre deux personnes avec je sais pas une violence verbale ou même juste une intention violente, une intention humiliante, etc. Où est-ce qu'on place le curseur en fait? Et, euh, et je trouve ça fou en fait cette idée de on dit que tout est violence mais en même temps on la définit pas. Et on a vu en Angleterre ces dernières années qu'il y a eu justement de la censure dans le porno, notamment de pratiques qu'ils appellent violentes. C'est beaucoup de pratiques BDSM et certaines pratiques comme le fist par exemple, qui sont complètement interdites en Angleterre dans les représentations pornographiques parce que considérées comme violentes. Mais qui est l'autorité qui est là pour décider de ce qui est violent ou pas à partir du moment où c'est consenti? Et aussi ça interroge sur la sexualité privée. Moi ça me je trouve ça dingue. Et aussi, qu'est-ce qu'on punit dans ce cas-là? Si on considère que dans le porno, il y a de la violence qui doit être pénalisée par la loi, on punit qui? Est-ce qu'on punit les performeurs? Est-ce qu'on punit comment ça s'appelle, le producteur? On punit qui dans ce cas-là, légalement? Moi, je trouve ça fou. Parce que si on décide de pénaliser certains certains actes sexuels, est-ce qu'on punit le performeur? Est-ce que si on est par exemple sur du femdom où c'est une femme qui va par exemple faire des jeux d'impact sur un homme, est-ce qu'on punit la femme? Est-ce qu'on punit l'homme? Qui on punit dans cette histoire? Et je trouve, enfin,
Je trouve que ce rapport est juste... il n'a aucun C'est sens. hallucinant. Et ce qui est chaud, parce que je m'étais amusée à taper, à chercher dans le rapport le mot droit du travail. Mhm. Je crois que ça apparaît qu'une seule fois, et c'est une citation de Nikita Bellucci. Ah oui, qui Euh, dit qu'elle veut juste qu'on fasse, en vrai, qu'elle veut juste qu'on fasse appliquer le droit du travail, quoi. En vrai, le cadre, il y a une espèce de confusion qui est entretenue, qui dit qu'il n'y aurait pas de cadre légal dans le porno, et c'est faux. Mhm. Et je trouve ça dingue que dans les 200 pages du rapport, Mhm. on parle, à aucun moment on dise, bah voilà, le cadre actuel légal, c'est ça. Ouais. Non, là-dessus, on ne dit rien. Donc en fait, le porno, donc c'est légal. Ça dépend pas du ministère des droits des femmes, mais du ministère de la Culture. Mhm. Euh, ça existe même chez Pôle Emploi, hein, dans les différentes catégories d'acteurs-interprètes, il y a les acteurs pornographiques, hein. Enfin, il y a acteurs érotiques pornographiques. Enfin, c'est une profession qui existe. Il y a une convention collective. Enfin, tout est légal, et c'est dans le droit commun. Il n'y a pas de sous-droit spécifique. Par contre, en France, il y a un vrai problème d'application Mhm. du droit du travail. L'inspection du travail fait pas le taf, ou la médecine du travail fait pas le taf, ou certains producteurs se sont écartés du droit du travail, et surfent justement sur cette confusion il n'y a pas de droit pour faire un peu ce qu'ils veulent. C'est enfin, contraignant pour les acteurs, parce que actuellement on se déclare souvent sous le statut d'auto-entrepreneur, Mhm. alors que normalement on pourrait bénéficier, comme tous les acteurs, de l'intermittence du spectacle. Mais c'est vrai, Euh, c'est vrai, c'est fou on, y a, que vous n'y ayez pas droit, quoi. on y a droit, mais Ah, le droit n'est pas appliqué. c'est fou. On devrait être euh, auditionné aussi par le ministère de la Culture. Moi, ça fait un moment que je demande des rendez-vous au ministère de la Culture, pour bah, que le droit soit appliqué. Parce que pareil, au niveau du droit à l'image, il y a normalement des possibilités légales. Mhm. Euh, Enfin, si on donne aux acteurs des droits voisins, du droit à l'image, normalement, en fait, il y a des possibilités de recevoir via l'ADAMI euh, des thunes, quoi. Ouais. Mais oui, c'est vrai parce que quand on est acteur dans le cinéma mainstream, quand les films ou les pubs, etc. sont diffusés, on reçoit de l'argent à chaque diffusion. Et là, c'est juste un Là, cachet et ça, rien d'autre. Là, si ça peut être le cas, mais faut-il encore connaître ses droits, ou faut-il encore qu'ils soient appliqués? Mm. Il y a plein de problématiques comme ça qui ont déjà des solutions, parce que il y a un cadre légal, et ça, c'est quand même le truc qui est positif. À aucun moment elles en parlent. Ouais. Ça m'inquiète. Moi, je suis assez inquiète que de l'argent public qui sert à payer, enfin, l'argent de mes impôts, quoi, sert à payer, en fait, ces sénatrices, Mm. et elles sont infoutues de se renseigner sur quel est le cadre légal. Non, puis Enfin, elle je ne sais pas. l'évoque même pas. Elle ne l'évoque même pas. Il n'y a même pas ne serait-ce qu'un paragraphe pour dire voilà l'état des lieux aujourd'hui du cadre légal, voilà le code du travail, voilà en quoi il n'est pas appliqué. C'est quand même fou, c'est-à-dire qu'il y a des pages et des pages et des pages et des pages qui se répètent, que je suis désolée, hein, mais ce rapport, c'est quand même beaucoup de brodage et de branlette intellectuelle, hein, soyons honnêtes. Ça répète en boucle, en boucle, en boucle, en boucle les mêmes choses, la violence, là, ok. Mais il n'y a pas un paragraphe juste pour faire état du droit du travail. Rien. C'est quand même... Enfin, et encore une fois, on parle d'un rapport qui a été fait par des sénatrices, on parle pas d'un rapport fait par une organisation religieuse. Donc c'est quand même c'est censé être un minimum
prendre en compte des textes de loi et des textes existants en fait. Je trouve ça fou. Et Et, et ouais, sur pardon. n'importe quel autre corps professionnel, elles auraient peut-être elles auraient peut-être auditionné aussi les syndicats. Enfin, où ils sont les syndicats d'artistes? Mm. Est-ce qu'ils ont été auditionnés? Enfin, depuis quand, pour parler d'un secteur, d'une industrie, on va consulter des associations féministes, abolitionnistes? En fait, ça n'a pas. Enfin, je veux bien qu'on en consulte. Mm. C'est pas le problème, mais que les personnes qui sont directement en charge de cette industrie-là sont pas mises autour de la table, quoi. Mhm. Et il en est où justement où est-ce que ça en est les syndicats justement pour les travailleurs du sexe en France? Est-ce qu'on a des syndicats? Comment Ah, ils s'articulent? bah, en France, pour le secteur pornographique, en fait, il existe des syndicats d'artistes interprètes. Mhm. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que ces syndicats-là ne défendent pas au prud'homme les acteurs et actrices ou les réalisateurs en cas de besoin. Mhm. Enfin, c'est un truc où ils sont pas forcément proactifs sur le sujet et voilà, mais en tout cas, ils existent et il est possible de les solliciter. Mhm. Après, sur le spécifique travail du sexe, il y a le STRAS, Mhm. même si ça a été constitué en réaction en fait au délit de racolage passif, donc Mhm. plutôt sur le contexte du secteur d'activité de la prostitution. Le STRAS a toujours englobé tous les travailleurs et travailleuses du sexe, les acteurs porno, les opérateurs de téléphone rose, etc. Enfin, tout le Mhm. monde, quoi. Mais comment? Au niveau du STRAS, par exemple, en 2015, il y avait Mhm. déjà eu un communiqué contre Jackie et Michel, en fait, Ouais, pour parler des violences au travail chez Jackie et Michel. Bizarrement, ça n'a pas eu autant d'impact, quoi. absolument. Mais en tout cas, il y a un service juridique qui accompagne les acteurs porno dans leur accès aux droits et aussi en cas de violence, que ce soit des violences au travail ou des violences sexuelles. Mais d'ailleurs, en parlant justement des différents secteurs d'activité dans le travail du sexe, euh, le rapport parle de OnlyFans, enfin des plateformes justement de type OnlyFans, Mime, etc. Et moi, quelque chose qui m'a fait assez halluciner parce que pour le coup, je connais pas mal de personnes qui sont utilisateurs d'OnlyFans, qui produisent du contenu sur OnlyFans, et notamment beaucoup d'actrices X qui initialement viennent du milieu porn plus mainstream où elles travaillaient habituellement beaucoup plus avec des studios. Moi, je sais que OnlyFans, pour les personnes qui travaillent dans le X, ça a été vu comme une aubaine. Beaucoup. Parce que ça a permis tout d'un coup d'avoir beaucoup plus d'autonomie sur son contenu, d'avoir beaucoup plus aussi de levier de négociation avec les studios. Parce que tout d'un coup, ça a enlevé d'une certaine précarité économique et ça permet d'être beaucoup plus indépendant et de dire, en fait, voilà, je fais mon argent grâce à OnlyFans et je peux choisir les studios avec lesquels je travaille, je peux choisir les acteurs, enfin, tout d'un coup, ça offrait beaucoup plus, disons que les performeuses et performeurs, surtout performeuses, ça leur a donné justement beaucoup plus de levier de négociation face aux studios. Et c'est dit dans le rapport par, il me semble, Marie. Non, non, c'est dit dans le rapport, juste. Et c'est dit et détourné dans le rapport en récupérant un extrait de l'article de Jackie qui a interviewé une actrice X américaine, très connue, qui, alors son nom n'est pas cité, mais voilà, elle est très connue, qui disait voilà, grâce à OnlyFans, je fais environ 150 000 $ par mois. Maintenant c'est plus, que c'était avant la pandémie, donc maintenant c'est beaucoup plus. Et elle dit voilà, avec mon cachet habituel, il aurait fallu que je fasse environ une centaine de scènes. Et donc le rapport devrait a priori dire c'est super en fait, parce que ça lui permet de mieux gagner sa vie pour un travail
même pas égal, pour entre guillemets, moins de travail sur un plateau, etc. Ça lui donne des leviers de négociation. Sauf que le rapport, au contraire, montre ça comme une banalisation du travail du sexe. Et je remarque que la façon dont aussi beaucoup de médias abordent OnlyFans et ce genre de plateforme, c'est pour eux une banalisation du travail du sexe. Comment toi tu perçois ça et quel est ton ressenti justement par rapport à ces plateformes? Moi, enfin, je pense que j'ai un avis un peu nuancé, quoi. Je vais pas dire c'est bien ou c'est mal, quoi. Effectivement, oui, ça permet, enfin, ça fait que les producteurs, en tout cas, ils sont plus le seul endroit. Ils savent que très vite, ils existeront plus, quoi. Enfin, qu'il y aura moins besoin d'eux, quoi. Ouais. Donc, ils vont être obligés de se renouveler, voilà. Enfin, je le vois ça en France aussi, quoi, de ce truc de bah, les actrices sont plus indépendantes, que c'est un outil d'indépendance. Après, c'est aussi un autre travail, enfin, devoir faire du montage, de devoir Faire... faire des photos, de machin, enfin, ça rajoute aussi du travail alors que l'acteur à la base juste interprète et puis après c'est tranquille quoi. Ouais. Du coup ça a des avantages mais ça a aussi ça peut augmenter la charge La charge de travail, ouais. de travail et pas forcément convenir à tout le monde quoi. Et ça, justement, j'avais été interviewée dans un article du Monde qui est paru cet automne, justement sur OnlyFans et sur la massification d'OnlyFans, notamment pour les étudiantes. Et je disais, si vous voulez gagner votre vie grâce à OnlyFans, et quand je dis gagner votre vie, on parle pas de gagner 150 000 $ par mois, on parle de juste sortir un salaire qui vous permet de vivre, c'est un boulot à temps complet. C'est un boulot à temps plein, c'est-à-dire que bon, faut tourner votre contenu et il faut en produire suffisamment régulièrement pour garder votre audience. Il faut le produire, le monter, l'uploader, etc. Faire votre communication sur les différents réseaux sociaux qui, en plus, on le sait, font énormément de shadow ban, font beaucoup de censure, donc votre contenu sur TikTok sera pas le même que sur Instagram, ne sera pas le même que sur Twitter, parce que les règles sont différentes et qu'aussi les contenus qui marchent sont différents. Votre contenu qui marche sur TikTok ne sera pas le même que sur Twitter. Donc vous êtes obligé de penser justement à vos différents contenus et les adapter en fonction de la plateforme. Donc c'est un vrai boulot de community manager. Plus ensuite répondre aux sollicitations diverses et variées, faire les contenus exclusifs quand vous avez des personnes qui vous commandent des customs, etc. etc. Et en plus de ça, ça c'est quelque chose dont on parle moins, mais dont on va parler, c'est dealer aussi avec les solutions de paiement. Parce que quand on travaille dans l'industrie du sexe, les solutions de paiement, c'est la merde. C'est la merde. Les banques peuvent refuser d'ouvrir des comptes en banque, décident de les fermer du jour au lendemain, peuvent décider de ne pas vous allouer de prêt alors que vous faites une activité qui est totalement légale. Je sais que c'est le cas en France, mais aux États-Unis, c'est encore un autre niveau. Moi, je sais que quand j'ai voulu ouvrir mon activité de sexologue, en gros, de consulting, alors que pareil, on est sur une activité totalement légale qui n'a rien à voir avec le travail du sexe, j'ai des banques qui m'ont dit non, on vous ouvre pas de compte. Donc, pour une activité qui n'a rien à voir avec le travail du sexe, mais juste parce que c'est adjacent à la sexualité. Et ça, je trouve que y a cette idée qui est montrée dans le rapport de cette espèce de facilité de l'accessibilité au travail du sexe, alors qu'en réalité, ça n'est pas tant que ça. Ça n'est pas tant que ça, qu'il y a une illusion de facilité, mais qui est très 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 vite rattrapée par la réalité, qui est une accumulation de travail, mais aussi une accumulation de discriminations, qui sont des discriminations financières, des discriminations administratives, mais aussi après des discriminations sociales. Puisque on sait que faire du travail du sexe, c'est aussi s'exposer à de la discrimination, à une discrimination sociale, à du harcèlement, de l'abus, etc. Et je trouve que dans ce rapport, pas une seconde, on parle constamment des travailleurs du sexe comme en gros des victimes du patriarcat, des victimes des producteurs, des victimes de la terre entière. On ne parle jamais des discriminations que les travailleuses du sexe vivent, du harcèlement par exemple. Jamais, 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 jamais. Pas une seule fois dans le rapport, il est mentionné
le fait de protéger les travailleuses du sexe, par exemple, du harcèlement qu'elles vivent au quotidien sur les réseaux sociaux, du doxing, etc., etc. Il n'en est jamais question. Et ça, je trouve ça fou, quoi. Toi, comment justement tu le vis au quotidien, justement cette discrimination et cette exposition que peut entraîner le travail du sexe, et qui est en plus nourri par ce genre de rapport. Bah, en vrai, je reçois beaucoup plus de messages violents de la part de femmes Ah ouais? que de la part d'hommes. Enfin, honnêtement, c'est plus enfin, d'être travailleuse du sexe, de parler euh, à visage découvert Mm. de mes droits. Ça dérange beaucoup plus finalement que le fait de faire du porno. Enfin, après, j'ai pas énormément euh, de visibilité, etc. Dans mes activités porno. Donc, c'est pas un truc. Voilà, je reçois souvent des messages de coucou, ça va. Je reçois des t'es belle, bisous. Mais c'est pas. Enfin, moi, j'appelle pas ça j'appelle pas ça du harcèlement. Ouais. Il y a des fois des gens un peu relous. Il y a évidemment de temps en temps des insultes, mais c'est complètement minoritaire Mm. par rapport à la haine en ligne Dû qui à est ton souvent pas activisme, en anonyme du fait. tout Ouais. de femmes abolitionnistes. Donc après oui, les discriminations bancaires, c'est un truc très vrai aussi en France. Donc c'est un peu fatigant de devoir toujours se créer enfin devoir mentir à sa banque, de devoir négocier pour pouvoir avoir un compte, de s'inventer enfin c'est un peu fatigant, mais il faut composer avec. Je trouve ça problématique que bah, ça crée, enfin quand même sur OnlyFans par exemple, il y avait eu toute une purge un peu comme il y avait eu sur Pornhub Mhm. suite aux pressions De Visa et Mastercard. de Visa, Mastercard et tout. Où bah, il y a certaines pratiques qu'on peut pas diffuser. Donc par exemple toutes les vidéos Uro ou quoi, bah, je suis obligée de passer par Manyvids, mais je peux pas les mettre sur OnlyFans. Enfin, il y a toute une censure en fait, alors que c'est des trucs qui sont consentis. Et enfin c'est autre chose, mais c'est quand même pénible qu'il y ait autant enfin les vidéos en extérieur aussi, on peut plus Mhm. les partager. Donc en fait, des vidéos qui sont déjà tournées, bah, ça fait une perte économique. On souffre beaucoup dans le rapport, il est écrit un moment que sur Instagram, il y a énormément de porno. Ah oui. Alors, c'est- Ah ben d'ailleurs, on peut en parler, parce que je sais pas si c'est quelque chose dont tu es au courant. On sait que le propriétaire de OnlyFans, Léonid Radvinsky, euh, a corrompu des travailleurs de chez Meta. Donc Meta, c'est Facebook, Instagram, etc. Pour shadowbanner, voire faire supprimer entièrement les comptes de travailleuses du sexe qui n'étaient pas qui ne produisaient pas de contenu pour OnlyFans. Donc en gros, si vous produisiez du contenu, par exemple pour Manyvids, ou pour Mime, ou pour je sais pas quelle autre plateforme, il y en a plein d'autres, c'est Loyal Fan qui a intenté une action en justice, qui va gagner son procès, et ils gagneront, parce qu'ils ont réussi à prouver via des whistleblowers que des travailleurs de chez Meta avaient pris de l'argent venant de OnlyFans pour shadowbanner, supprimer et faire mettre sur une terror watch list, donc en gros une liste de potentiels terroristes, des travailleurs et travailleuses du sexe qui ne travaillaient pas pour OnlyFans. Et c'est prouvé, hein. Il y a de la presse partout, il y a un procès en cours qui est quand même assez médiatisé. Ouais, ouais. Je pensais que t'étais au courant. Je vais vous non, trouver, je vais trouver les articles pour vous les mettre sur le. Attends, hop. j'hallucine Ouais, quoi. ouais. Attends, je vais trouver ça tout de suite.
Mais c'est Euh, trop bizarre parce que alors que même quand on a OnlyFans, on peut pas partager les liens d'OnlyFans sur non, Insta, on est hyper... non, non. Mais hop, il y a plein d'articles, je vais vous en mettre dans le chat, comme ça vous pouvez regarder ça. Non, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant, il y a beaucoup d'articles de XBiz qui en parlent. C'est surtout des articles en anglais, hein, je m'excuse. Ouais, les Et implications sont... l'objectif, c'est censurer, Le- c'est le- censurer la concurrence, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que de toute façon, on le sait, à partir du moment où vous faites, vous êtes travailleur, travailleuse du sexe, et où vous travaillez sur des plateformes comme OnlyFans, ManyVids, enfin toutes celles qui existent, vos réseaux sociaux, vos différents réseaux sociaux vont être la vitrine safe for work de ce que vous faites sur vos plateformes. Et c'est comme ça que vous attirez aussi Mais, des clients. Parce que si vous avez un OnlyFans mais que vous n'en faites pas la promotion, il n'y aura personne dessus, hein, soyons honnêtes. Euh, mais, donc, non, il y a plein d'articles. mais c'est ça qu'elles disent. Elles disent, je crois que la citation, c'était... euh, euh, il y a énormément de contenu pornographique, ou du moins faisant la promotion de contenu pornographique sur Instagram. Je crois que c'était ça. Elles avaient tourné le truc pour donner l'impression qu'il y a quand même du contenu pornographique sur Instagram, alors que c'est un réseau social ultra puritain où il n'y a même pas le droit de montrer des seins, quoi. Ouais, absolument. Mais, et comme dit Jackie, à partir du moment où on peut corrompre des personnes chez Meta pour shadowbanner ou pousser tel ou tel compte dans le X, pourquoi on s'arrête au X dans ce cas-là? Qu'est-ce qui empêche des partis politiques, des personnes qui font par exemple du contenu complotiste, etc., de faire la même chose? Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, certaines personnes de chez Meta ont récupéré des virements à base de 50 000 $ pour supprimer un compte ou en faire shadowbanner, etc. On parle vraiment de centaines de milliers de dollars. C'est... Voilà. C'est Et ça s'est fait de manière hallucinant. massive. Et ça s'est fait de manière massive. Il y a un procès... il y a un procès qui a été intenté par Loyal Fan, il me semble. Et moi, Intéressant. j'hallucine. Ah ouais, c'est un... Je suis de l'affaire de près parce que ça m'intéresse beaucoup et que j'ai un ami qui est journaliste spécialisé dans le porn aux US qui couvre justement ce sujet de manière très très proche. Et c'est assez... Ouais, ce sont des actrices américaines qui ont débusqué ce truc et des whistleblowers qui ont parlé. On sait d'ailleurs que les noms de certains travailleurs de chez Meta ont été sortis, donc on peut savoir qui c'est. Euh, non, c'est complètement ahurissant. Mais voilà, enfin, moi je trouvais fou dans ce rapport cette idée que on décrit OnlyFans et ces plateformes comme le mal absolu qui va venir genre, remplir les rangs de pauvres petites victimes précaires. Alors que j'en parlais dans l'interview pour Le Monde et malheureusement ça n'a pas été cité. Je disais c'est drôle quand même cette idée où on considère que si on est précaire, c'est pas ok de devenir travailleuse du sexe, y compris s'il n'y a pas de contact direct avec le client. Et on considère qu'en gros, voilà, on ne peut pas faire ce métier par choix. Par contre, être exploité par une entreprise et être, je sais pas moi, être caissière, comment ça s'appelle agent d'entretien, etc. Bah ça, c'est un job de vocation et ça, on ne le fait pas par pression économique. Comme si le seul moyen de vouloir faire du travail du sexe, c'était de la pression économique, mais qu'il n'y avait aucun autre job dont c'était le cas. Enfin, Je, je, je sais pas qui travaille pour le plaisir et tout, quoi. c'est ça, C'est comme quand si, même... je sais pas, vous bossez dans un abattoir, vous faites ça par passion du sang d'animaux, quoi. Enfin, c'est... Mais c'est vrai que il y a ce truc-là où
c'est des femmes précaires qui vont faire ça. Et si jamais elles ont volonté de faire carrière, de s'enrichir et qu'elles sont pas précaires, par contre, faut surtout pas les écouter Ouais, parce que de toute façon, elles, c'est pas pareil. C'est les filles de 35 ans qui font ça pour leur plaisir. ça C'est n'existe pas selon Robin euh, d'Angelo, ça n'existe pas. c'est minoritaire, c'est des bourgeoises. Enfin, il y a beaucoup ce truc-là, en fait, faut surtout pas. Euh, en fait, pour elle, finalement, la solution, c'est d'être précaire et puis le rester, quoi. Que des Exactement, femmes veuillent s'émanciper économiquement, c'est mal, quoi. Mais absolument. par contre, dans d'autres secteurs, nos problèmes, quoi. Nos problèmes, et puis surtout, tout d'un coup, on se soucie beaucoup moins de leurs conditions de travail et des pressions qui sont exercées sur elles quand voilà, elles sont caissières, quand elles sont agents d'entretien, etc., etc. Là, tout d'un coup, ça pose plus de problème. Enfin, être payé un SMIC ou moins d'un SMIC pour, euh, pour faire un boulot qu'on fait par pression économique, là c'est ok. Par contre, à partir du moment où on décide d'être travailleuse du sexe, là tout d'un coup ça devient inacceptable. Il y a un énorme pan du rapport sur l'enfance, et je pense que c'est important d'en parler, parce que ce rapport il a quand même été énormément... disons qu'il a été médiatisé et mis en avant justement sur le principe de la vérification d'âge du porno, et qu'il a été ça a été un peu l'étendard du rapport et la façon de le rendre acceptable. Toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et justement nous expliquer ce que le rapport explique, préconise, etc. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est que il y a déjà eu des lois là-dessus dans le quinquennat juste précédent, quoi. Genre en 2020, il y a eu une première loi dans la loi sur les violences conjugales, donc rien à voir avec le porno. Il y a eu un article qui impose la vérification d'âge sur les sites pornographiques sous peine d'être bloqué par le CSA, Mhm. enfin par l'ARCOM. Ouais. Euh, du coup, comment on se pose pas la question de voir bah, si cette loi est appliquée ou pas, si elle est applicable ou pas. Mhm. Parce que cette loi, elle est mal foutue. Enfin, il n'existe pas de solution technique à l'heure actuelle qui permettent de vérifier l'âge tout en protégeant les données privées, données privées des personnes, sachant que là, on se situe sur des données sensibles parce que ça va être les fantasmes des gens quand même, Ouais. leur orientation sexuelle, etc. Donc, donc bon, ils ont fait ce truc-là qui, je pense, est mal écrit et tout, mais ils se donnent Mhm. pas la peine de l'évaluer. Mhm. Donc peut-être qu'il faudrait l'évaluer, voir, voilà. Ils ont fait une autre loi qui imposait que sur les téléphones portables, etc., maintenant quand on en achète, il y a déjà un contrôle parental qui est censé être dessus. Donc je pense que la solution contrôle parental, c'est quand même le truc Le moins le invasif. moins lucide, Mm. ouais, et qui permet aussi aux parents d'être responsables de ces questions. Enfin, pour moi, il y a un déplacement de l'éducation des parents à l'État. Mhm. Et c'est vrai Absolument. que comme les parents votent, on On les les satisfait eux. responsabilise. Ouais. Non, c'est vrai. Euh, mais le sujet mineur revient beaucoup parce que dès qu'on agite la question de l'enfance, des mineurs, enfin c'est beaucoup fait par la Manif pour tous. Et puis en fait, quand on gratte un peu, enfin, il y a eu récemment un article dans La Croix qui est paru, qui saluait le travail des sénatrices et tout, euh, où qui montrait en fait que c'était un lobbying des cathos Intégriste, ouais. plutôt cathos intégristes et des personnes qui sont aussi à la manif pour tous Mhm. de ce truc anti porno. Et du coup, la question de l'enfance, je pense
elle permet de faire passer un peu tout et n'importe quoi, parce que évidemment, personne n'a envie que un enfant tombe sur du contenu pornographique. Mais en fait, c'est juste une brèche. euh, Parce que dans la loi sur les violences conjugales, il y avait un peu en sous-jacent le fait que si un enfant regarde enfin, si une petite fille regarde du porno, elle va finir par se prostituer. Si un petit garçon regarde du porno, il va finir violeur. Enfin, il y avait un peu cette idée-là en En sous-jacent. sous-texte, ouais. Mais Euh, moi, ce qui me fait rire, c'est quand on discute, enfin, quand on voit ce rapport, il y a en sous-entendu cette idée que, en gros, les personnes qui travaillent dans l'industrie du porno, que ce soit les sites, que ce soit les performeurs, etc., il y a cette idée presque que, ah, on a envie aussi de toucher les mineurs parce que ça nous fait plus d'audience. non, Sauf qu'en réalité, quand on pas du tout. discute 2 minutes avec les gens qui travaillent dans le X, que ce soit les personnes qui performent ou au contraire les personnes qui gèrent les sites, etc., personne n'a envie qu'il y ait de mineurs. Et même pour une raison économique toute simple, c'est que les mineurs ne sont pas Ah oui. clients. Les mineurs n'achètent pas. Donc pourquoi avoir envie que votre contenu soit vu gratuitement par des mineurs quand de toute façon vous savez très bien que ce ne sont pas des clients? Ça n'a aucun intérêt économique et au contraire, ça donne du. Ça met de l'huile sur le feu justement et ça donne des. Non, c'est même pas des futurs clients. C'est même pas des futurs clients. Non, c'est même pas des futurs clients comme pour les clubs, ça ne l'est pas. Par ailleurs, on sait que dans les personnes qui achètent et consomment du porno, c'est pas cette démographie-là du tout, du tout, du tout. Donc ça n'a aucun intérêt et surtout ça pénalise encore plus les personnes qui travaillent dans cette industrie parce qu'ils savent que cet argument des mineurs et de l'accessibilité c'est l'argument principal pour venir leur taper dessus, pour venir leur sucrer tous leurs autres droits. Donc pourquoi avoir envie que des mineurs en voient quand on sait que c'est l'argument principal des abolitionnistes? Ça n'a aucun Ah intérêt. ouais. C'est fou et surtout moi je fais de l'éducation sexuelle auprès des jeunes, j'en fais beaucoup sur Twitch. Quand je vois les inepties qui sont racontées, j'hallucine et surtout le manque de responsabilité qu'on met sur l'éducation sexuelle. Je trouve que tout est utopique, c'est-à-dire que c'est ça et puis surtout quand t'es habitué à avoir du contenu gratuit, tu ne vas jamais payer. Quand depuis que t'es petit, tu regardes du porn et c'est gratuit, ils achètent pas. Donc, Et quand bien même, enfin, des jeunes regardent du porno, bah, pourquoi il n'y a pas d'études de l'impact du porno chez les jeunes? Parce que moi j'en sais rien de ce que ça fait. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est des paniques morales absolument. d'adultes qui sont plaqués sur les mineurs et qu'on en fait tout un truc et que les mineurs sont sûrement plus traumatisés de la réaction des parents sur le porno que par du porno en lui-même. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de focalisation Il y a une qui projection, il ouais, y a une projection qui est claire et nette. Ça, c'est sûr. Et par parce que ailleurs, je me souviens par exemple mhm. Excuse-moi, je t'ai coupé. dans l'ouvrage de Florian Voros, Désiré Mhm. comme un homme, il y avait une question qui était posée là-dessus euh, aux hommes, genre est-ce que, enfin, vous pensez quoi de l'accès au porno pour les mineurs? Et tous les hommes disaient ah non, c'est mal et tout. Et ensuite, il y avait une autre question. Vous avez regardé du porno à quel âge? Eux, il y en a certains qui disaient bah, enfin, qu'ils étaient mineurs quand ils avaient regardé la première fois du porno, mais qu'ils étaient tout à fait en âge de, De comprendre ce qu'ils étaient bien en train de voir, ouais. comprendre que c'était de la fiction et tout. Donc, en fait, je trouvais ça intéressant que le même homme va dire que il est contre si c'est quelqu'un d'autre, mais si c'est lui, il n'y a pas de problème parce qu'il est au-dessus de ça. Enfin, du coup, bon, peut-être qu'il faudrait une vraie étude d'impact. Alors, est-ce qu'il y a des études qui existent sur ces sujets? Il y a il y a des études qui existent. Et il y a des études qui disent un peu tout et leur contraire. Toutes les études ne sont pas d'accord avec
avec sur ces questions-là. Par ailleurs, dans le rapport, oui, puis il y a aussi la question de pré- et post-pubère. Voir du porno à 10 ans, c'est pas la même chose qu'en voir à 14-15 ans. C'est pas la même chose. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéressait justement dans le rapport. Ils ont interviewé une psychologue. Je suis allée regarder qui c'était. Qui est une psychologue abolitionniste, qui a carrément une association anti-porn de manière générale, et pas anti-porn juste pour les mineurs, mais anti-porn de manière générale. Et elle parle et elle utilise beaucoup comme argument le principe de l'addiction au porno. Et moi, ça, c'est un sujet qui me fait beaucoup rire parce que l'addiction au porno n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles compulsifs liés à la sexualité, liés à la consommation de porno, liés à la masturbation, liés à la sexualité de manière générale, mais ce n'est pas une addiction. C'est autre chose. C'est un trouble du comportement compulsif. Un trouble compulsif du comportement, pardon. Mais l'OMS, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, et le DSM, c'est ça, le DSM-5 ou le DMS-5, je sais plus, ont enlevé justement le sexe et la pornographie du groupe des addictions. Ils ont dit, oui, il peut y avoir des problèmes de surconsommation, il peut y avoir des problèmes de comportement compulsif, mais ce ne sont pas des addictions, tout simplement parce que ça ne répond pas aux mêmes critères, que ça ne crée pas les mêmes réactions dans le cerveau. C'est juste pas la même chose. Et il y a ce spectre de l'addiction qui est constamment utilisé, et on constate, il y a eu beaucoup d'études aux États-Unis qui ont été réalisées là-dessus, que les hommes qui se disent addicts, accros au porno, sont pour la plupart des personnes qui sont très conservateurs, qui ont été élevés dans des contextes conservateurs, et qui ont une culpabilité telle vis-à-vis de la sexualité qu'ils se disent accros. Et en fait, on s'est rendu compte que ils ont fait des panels avec des hommes venant de différents milieux culturels, religieux, etc., ayant à peu près la même consommation de porno. Et ils ont constaté que plus il y avait de répression de leur environnement vis-à-vis de la sexualité du porno, plus ces hommes auront une facilité à se dire accros, là où ils ne le sont pas forcément. Et donc en fait, on constate que plus il y a dans la tête des gens un rapport malsain et tabou à la sexualité, plus ils vont être amenés à dire qu'ils sont accros et qu'ils ont un problème avec la pornographie et le sexe. Donc en fait, cette idée d'addiction, elle est énormément conditionnée par l'environnement, plus que par la consommation en elle-même. Et moi j'entends parfois, et ça m'arrive de le voir sur Twitch et ça m'énerve beaucoup, des personnes qui disent oui, vous êtes accro au porno à partir du moment ou à la masturbation, à partir du moment où vous masturbez ou vous regardez du porno plus de tant de fois par jour. Ça se quantifie pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on quantifie même une addiction, c'est pas comme ça que ça marche. Et par ailleurs, encore une fois, les gens qui s'auto-diagnostiquent accros, addicts, etc., on se rend compte que plus ils viennent d'un milieu conservateur où il y a de la culpabilité vis-à-vis du porno, plus ils auront de facilité à le dire. Et plus ils auront des facilités à s'auto-diagnostiquer. Et on voit que très souvent aussi, ça c'est quelque chose qu'on a vu notamment dans MeToo, il y a beaucoup de personnes qui ont agressé, notamment des célébrités, qui utilisent énormément l'excuse de l'addiction au porno. C'était le cas de Kevin Spacey, c'était le cas de... au sexe, c'est le cas de Kevin Spacey, c'était le cas de Harvey Weinstein, c'était le cas de Tiger Woods, de dire non mais si je me suis comportée comme ça, c'est parce que j'ai une addiction, c'est parce que je suis malade. Et donc très souvent, cette idée d'addiction et de maladie est utilisée aussi pour dédouaner des personnes qui agressent, très souvent. Et donc... Ouais, et c'est, enfin, moi ça me fait rire parce que c'est les personnes les plus conservateurs qui se servent justement de ça pour dédouaner leur comportement en disant non mais parce que je suis accro, en fait je suis malade. Mais c'est ça que je trouve assez dangereux aussi dans ce rapport du coup parce qu'il y a du coup cette idée de il faut pas que les mineurs regardent du porno parce que sinon ça va avoir un impact important sur leur sexualité et ils risquent de commettre des violences sexuelles. Petit à petit, on glisse ensuite vers le délit d'incitation aux violences sexuelles. Mais là, il n'y a plus des mineurs. Maintenant que Là, c'est c'est passé la question des mineurs, on tape sur les adultes, quoi. Et en fait, finalement, ça dit que bah,
oui, finalement, si je viole quelqu'un, parce que je regarde du porno BDSM. Oui. C'est, en fait, ça a rien à voir. Donc, le truc de la photo porno, enfin, finalement, ce qu'elles font, ça conforte cette logique-là dans les propositions qu'elles font, quoi. Et par ailleurs, c'est un discours qui est très utilisé par l'extrême droite et par les incels. Cet argument qui est de dire oui, c'est de la faute du porno, c'est de la faute des femmes aussi. Ça me pousse à ça. J'ai un rapport, j'ai ce rapport-là au sexe parce que le porn, parce que la masturbation. Et je trouve que ce discours-là, en fait, il nourrit de manière politiquement correcte un discours qu'on retrouve beaucoup sur Internet et qu'on retrouve beaucoup sur Internet dans les milieux d'extrême droite incel, qui est d'utiliser le porno comme l'excuse à leur haine des femmes et leur haine de la société en général. Parce que très souvent, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les incels, ils n'ont pas juste une haine des femmes, ils ont une haine de manière générale, ils ont une haine de la société parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à s'inclure dans un système de société. Ils détestent les autres hommes qui arrivent à avoir des rapports sexuels. Enfin, ils détestent les personnes LGBT, très souvent ils détestent les personnes racisées aussi. Donc il y a cette idée on va dire, de se trouver des excuses pour justifier la haine qu'on a des autres. Et le porno est toujours l'exemple parfait. Et puis surtout, il y a cette idée, et je trouve qu'on la retrouve dans ce que tu disais juste avant, cette idée que les hommes ne sont pas responsables, hein, qu'on les a pervertis. Ouais. Que le porno les pervertit et qu'ils ne sont pas responsables de leurs désirs, qui ne sont pas responsables de leurs actions, et que c'est de la faute du porno et c'est de la faute de... et après en plus, si on va dans les théories complotistes d'extrême droite, il y a toute cette idée que en fait le porno c'est un grand complot qui est possédé par les puissants, etc. pour ravir les hommes, etc. Enfin, toujours la même Mais il y a de idée. ça dans le rapport, hein, Et il je y en trouve. a, ouais, absolument. Absolument. C'est un truc culturel, machin, euh, enfin, dans même l'idée du lobby proxénète, de Ouais. tout ça, parce que là, suite à ce rapport, elles ont fait une proposition de résolution qui a été Mhm. adoptée à l'unanimité au Sénat là, hyper récemment. Mhm. Et dedans, il y avait notamment l'idée qu'il fallait absolument taxer l'industrie pornographique parce que il y a des milliards dans l'industrie pornographique, alors que en France, on peut pas du tout parler de milliards Absolument pas. d'industrie pornographique. En plus, dedans, il y avait donc Dorsal et la société, le groupe Ares, du coup c'est Jackie et Michel qui étaient auditionnés et ils parlent de millions mais pas de milliards. Absolument. Donc, elle parle de milliards, c'est au niveau international. Dans le rapport, il y a différents chiffres qui sont cités où c'est Ouais. pas, on sait pas la source, tout est hyper, Tout est hyper opaque. euh, Mais c'est très drôle ouais, d'ailleurs, parce hyper, que dans le rapport, et c'est même au début du rapport, donc ils estiment ils disent oui, l'industrie pornographique brasse des milliards et des milliards. On a Grégory Dorcel qui dit voilà, je pense que c'est 8 milliards, et qui détaille, avec des chiffres qui sont très très loin de la réalité. Et littéralement, un paragraphe plus tard, on nous dit que c'est 97 milliards. Et ça sort de nulle part. Alors, 97 milliards, dont 14 milliards aux États-Unis. Et en fait, ce qui est fou, c'est que moi, pour avoir discuté avec pas mal de personnes de l'industrie, personne n'a de chiffre exact. Il n'y a pas de chiffre exact sur l'estimation de l'industrie du X. Il n'y a pas de chiffre exact. Il peut y avoir des estimations. Tout le monde a des chiffres différents. C'est très opaque. Et là, ce rapport, justement, ne dit pas qu'on ne sait pas. Ce rapport jette des chiffres qui n'ont rien à voir, qui vont de 8 à 100. Sans à aucun moment dire bon bah en fait on sait pas, on a entendu ce chiffre là ici, on a entendu ce chiffre là ici, on peut peut-être établir des moyennes. Non, juste ça jette des chiffres de manière complètement random. Et moi c'est quelque chose qui m'a choquée dans ce rapport et j'aimerais bien qu'on en discute ensemble, c'est justement cette utilisation des chiffres et des données et notamment cette
cette utilisation de fausses données qui ont beaucoup été utilisées dans ce rapport. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur cette utilisation fallacieuse de chiffres en fait tout au long du rapport? Bah, je sais pas si c'est ce que font tout le temps, enfin si sur tous les sujets les politiques font ça, enfin j'ai aucune idée. Je sais que pour sur la prostitution, c'est un systématisme, enfin il y a sur des sites ministériels, il y a l'usage de fausses données et tout qui sont débunkés. Les données, c'est souvent des arguments forts. Et c'est Mm. des arguments qui choquent en fait. Mhm. Et du coup, finalement, l'usage des données, c'est pas tant de savoir si la donnée est vraie ou pas. Finalement, on s'en fout. L'idée, c'est qu'elle ait un impact émotionnel pour Mhm. faire passer une idée. Et du coup, c'est là où on tombe dans quelque chose, moi, que je trouve assez dangereux parce que je peux ne pas être d'accord avec elle, mais faut au moins parler de la même chose et de savoir de quoi on parle. Absolument. Si on décide demain de taxer le porno en France, ce qui va avoir il y a pas beaucoup d'argent dans le porno en France sur les tournages, Mhm. les salaires sont bas. Si on taxe l'industrie pornographique, qui c'est qui va être précarisé? Les Mhm. travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe. Ça va être aussi toutes les équipes de tournage où c'est moins d'argent. Ça veut dire bah, peut-être se passer d'une personne qui est nécessaire, peut-être la coordinatrice d'intimité qui va vérifier enfin s'assurer que le consentement est respecté. Bah peut-être qu'il y aura pas de maquilleuse, peut-être qu'il y aura pas que on peut pas payer deux acteurs, donc c'est on va basculer que sur du pro-am où c'est le réalisateur qui est en même temps acteur et tout Mhm. enfin et qui a tout à penser en même temps et du coup ça va être des tournages vraiment plus Plus low chaotique cost. Enfin, aussi. du coup ça va avoir un impact. Du coup se baser sur dire c'est des milliards, on sait pas d'où sortent les milliards. Ah mais en fait c'est à l'échelle mondiale, c'est pas à l'échelle française. Bah ça montre ça peut avoir des conséquences Et puis, et ça montre qu'il y a que finalement la vérité on s'en fout. De ouais, savoir la réalité on s'en fout. Ce qui compte, ce qui prévaut, c'est le passage de, euh, bah, peut-être de faire une prohibition du porno, mais sous l'angle économique, parce que si on surtaxe, tout va être délocalisé, quoi. absolument. Et surtout, ça sous-entend cette idée que personne dans le porno ne paye de taxes, ce qui est faux. Ce qui est faux. Ouais. Les acteurs et les actrices porno, ils payent des taxes comme tout le monde, ils payent leur URSSAF, enfin... Et puis si on le fait pas, on se rend un redressement fiscal, donc Exactement, donc il y a des lois là. les sociétés... Dorsal paye ses taxes. Donc après, est-ce que des plateformes comme Pornhub, etc., font des montages financiers pour pas payer leurs taxes? Oui, et on en parlait hier avec Jackie. Il y a quelque chose qui est évoqué dans le rapport, qui est de dire oui, mais regardez, c'est des entreprises qui font des montages financiers, qui sont très opaques sur leur façon de traiter l'argent. Mais il y a aussi un truc tout con à prendre en compte, c'est que pour ces entreprises, quand il y a du travail du sexe, on ne peut pas utiliser des banques de manière classique, on ne peut pas utiliser des solutions de paiement de manière classique. Donc au bout d'un moment, vers qui on se tourne? Parce que ces entreprises, elles vont exister de toute façon. Donc à partir du moment où vous rendez de plus en plus difficile l'accessibilité à des ressources bancaires classiques, vous allez vers qui? Bah oui, ça va vers Mais, des systèmes ça va vers des systèmes plus opaques, mais parce qu'il n'y a pas le choix. mais après, en France, il y a quand même des gens qui font des montages financiers et tout. Enfin, il y Bien a eu sûr. beaucoup de pornos français qui étaient en fait des sociétés basées en Estonie pour éviter de payer des charges patronales, d'appliquer de payer les gens comme ils doivent être payés, faire des contrats de travail en cachet d'intermittent, etc.
il y a eu quand même beaucoup ça dans le porno, quoi, en Ouais. France, déjà. Donc là-dessus, ça, c'est une réalité. Mais dans ces cas-là, bah, la réponse, c'est pas de taxer, mais de se poser la question de pourquoi ces pratiques-là, elles sont plus fortes dans le porno. Ouais, effectivement, il y a ces problèmes de banque. Mhm. Oui, c'est une industrie qui a été aussi surtaxée. Enfin, la taxe à 33%, elle a sauté que en 2021, mais avant, il y avait une taxe spécifique sur le Ah, je porno savais pas du tout ça. à 3%, qui était passée, mais qui date, hein, c'est un truc qui était passé sous Valéry Giscard d'Estaing, où lui, il avait dit, allez, je suis libéral, on va lever toute la censure sur le porno. Il a vu que l'industrie était un peu trop prospère, il y a eu un retour de bâton conservateur, et d'un coup, il a dit, bon, on va faire une censure économique en taxant le porno à 33%. Mais Ce qui elle, a fait qu'il y a eu une espèce de chute, de la enfin que production. c'était la fin de l'âge d'or du porno français. Mais cette taxe, cette taxe de 33%, elle s'appliquait à qui? Au studio? Alors à l'époque c'était pensé, enfin enfin il n'y avait pas Internet et tout quoi. Mhm. Donc c'était plus le cinéma, enfin ensuite les cinémas porno. Mhm. Ça avait pas été pensé pour Internet, mais là-dessus, ouais, il y avait un flou de est-ce que les acteurs qui sont auto-entrepreneurs doivent payer cette taxe ou pas. Enfin, tout est tout était, enfin, comme elle était conçue il y a un autre, et que l'industrie à un moment, il y a longtemps, et que l'industrie de porno a beaucoup évolué avec l'arrivée d'Internet, je pense qu'elle était assez peu appliquée. Ouais, Mais mais après, c'est peut-être ces taxes-là qui ont favorisé les montages financiers absolument. vers Tony, quoi. Absolument. Et puis, par ailleurs, enfin, encore une fois, ce genre de montage financier, on les retrouve pas seulement dans l'industrie du porno, on peut les retrouver dans plein d'industries différentes. Enfin, il suffit de voir, ne serait-ce que les grosses boîtes américaines qui payent pas d'impôts en France. Enfin, et ils font des montages financiers tout à fait légaux, ils partent en Irlande, ils font leur propre truc. Et, et ça pose des problèmes, certes, mais on les discrimine moins. Euh, mais enfin, ce que je trouve fou, c'est cette idée, on en parlait en début de stream, euh, c'est cette idée que l'aspect transactionnel doit être complètement éliminé dans le porno. Comme si, en gros, les travailleurs et travailleuses du sexe, s'ils voulaient faire du porno, faudrait qu'ils soient pas rémunérés, juste qu'ils prennent leur petite caméra, qu'ils se filment en train de coucher avec leur partenaire, mais il faut surtout pas qu'il y ait de rémunération. Et je trouve que c'est cette idée que presque ce devrait être des bénévoles qui feraient ça juste par exhibitionnisme pour leur propre plaisir, mais on refuse que ça devienne une industrie, et donc on refuse le fait que, la pornographie et que le travail du sexe, même de manière plus générale, soit du travail en fait. Ça remet en question complètement cette idée de sex work is work, donc travail du sexe c'est du travail. Et toi justement, je sais que tu défends beaucoup les travailleurs du sexe. Comment tu, comment tu défends justement cet argument que le travail du sexe est du travail auprès d'abolitionnistes et auprès des médias, etc. Euh, ah, je sais pas, moi, enfin, en fait, je comprends pas qu'on puisse mais c'est ce truc que tu disais tout à l'heure sur l'abattoir. Moi, c'est un truc, je pourrais pas travailler en abattoir, ça me choque. Ça a l'air hyper violent de mon point de vue. Pour autant, je me dis que il faut que les personnes qui travaillent dans un abattoir soient bien traités, soient pas avec un salaire de merde. Faut essayer de faire en sorte qu'ils évoluent dans les conditions les
plus favorable possible. Le travail du sexe, elle le considère comme un travail violent, ok. Bah, considérons que, bah, rajoutons des points parce qu'il y a de la pénibilité au travail. Enfin, je pense que c'est vrai que c'est un domaine Ouais. où il y a de la pénibilité, où voilà, faisons en sorte que les personnes soient le moins précarisées possible pour qu'elles aient à travailler le moins possible, Mhm. peut-être, euh, par juste nécessité euh, ouais, de juste se nourrir, payer son loyer, enfin les besoins, que ces besoins-là soient remplis. Si on veut vraiment être, admettons, dans une perspective abolitionniste et tout, je me fais l'avocat du diable. Je me dis que le meilleur moyen d'abolir le travail du sexe, c'est de lutter à fond contre la précarité. Absolument. C'est surtout de précariser les personnes. Euh, on veut que les personnes arrêtent de faire du porno. Bah, levons les discriminations que les personnes qui souhaitent se reconvertir euh, euh, rencontrent, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui ont d'autres activités, quoi, qui se retrouvent bah, licenciés. Parce que le porno c'est très exposant et du coup ça expose enfin c'est visible quoi c'est moins visible que la prostitution, c'est mal vu machin. Bah, il y a beaucoup de d'acteurs qui ont un autre job qui vont se faire licencier, qui se retrouvent à devoir faire plus de porno, ou alors des gens qui sont en fin de carrière qui souhaitent se reconvertir, on va leur faire subir du harcèlement au travail, etc. Pas les embaucher parce qu'ils ont fait du porno. Bah, tout ça, en fait, c'est des trucs sur lesquels elles devraient se battre Mhm. pour lutter contre la précarité des personnes. Oui, il faut lutter contre les discriminations bancaires. Enfin, ça- enfin, les femmes ont le droit depuis quand même assez longtemps en France à un compte bancaire. Pourquoi les actrices porno n'ont pas le droit à un compte bancaire? Enfin, Mhm. c'est des choses. Ne pas avoir de compte bancaire, bah, ça peut rendre dépendant de tiers. Absolument. Euh, du coup, je me dis qu'il y a des choses sur lesquelles euh, elles devraient enfin, elles pourraient se focaliser si elles étaient, si elles étaient vraiment abolitionnistes. Mhm. Enfin, si le but c'était de vraiment ça, bah, elles lutteraient contre la précarité, quoi. Absolument. Mais c'est ce que c'est exactement ce que je disais dans le et c'est ce que le Strass aussi disait dans le fameux article du Monde justement sur les étudiantes qui utilisaient OnlyFans, c'était de dire mais en fait d'abord éliminer la précarité étudiante et vous verrez que vous allez éliminer drastiquement aussi le nombre de travailleuses du sexe étudiantes qui font ça justement par souci économique. Et vous verrez bien qu'ensuite, ce qui restera, ce sera des personnes qui ont vraiment envie de faire ce boulot, qui ont réfléchi et qui ne le font pas par justement ce souci de contrainte, en fait. Et, euh, et ça, le gouvernement l'entend. Enfin, le gouvernement ou ses sénatrices l'entendent pas du tout. Enfin, quand on voit qu'on continue à entretenir la précarité étudiante à ce point-là, et même la précarité de manière plus générale, mais particulièrement la précarité étudiante, et qu'ensuite on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de jeunes femmes qui commencent à faire du travail du sexe. Enfin, on peut pas s'étonner des conséquences de ce qu'on produit depuis des, depuis des décennies en fait. On peut pas dire oh là là les étudiants sont précaires, oh bon ils trouvent des solutions pour plus être précaires, mais elles nous plaisent pas trop ces solutions là. Éliminez la précarité et vous verrez qu'on aura moins besoin de chercher ce genre de solutions. Non, mais surtout en ce moment, quoi. Enfin, je Ouais, veux dire, là, là, en ce moment, le scandale en France, c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui vont au resto du cœur parce que sinon, ils ont pas de quoi manger, quoi. ouais, Enfin, absolument. enfin, c'est ça le scandale. Je veux dire, si certains ont des jobs étudiants qui leur permettent de mettre un peu de beurre dans les épinards, de payer leur loyer, de continuer À à étudier, poursuivre leurs ouais, études, on va pas leur couper les vivres, quoi. absolument. Absolument. Mais je trouve que dans ce rapport, il y a cette idée de dire voilà, les travailleuses du sexe sont précarisées, etc. Et en fait, en réalité, on s'en fout
qu'elle soit précaire. On s'en fout qu'elle soit précaire, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle ne fasse pas de porno. En fait, c'est même pas qu'elle ne fasse pas de porno. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle ne rentre pas dans dans ce type d'émancipation-là. Et moi, c'est ce que je constate, c'est que je vois que, en réalité, la précarité, à aucun moment dans ce rapport, elle n'est évoquée pour autre chose que pour placer les travailleuses du sexe dans un rôle de victime. À aucun moment, on va parler de comment éviter la précarité, comment faire en sorte que les femmes qui décident de faire ce métier ne soient pas précaires. On va juste utiliser l'argument de la précarité pour justifier leur absence de consentement, en fait. Et ça, je trouve ça fou parce que je trouve qu'on déshumanise et on infantilise complètement les travailleuses du sexe. Et par ailleurs, ça parce que je sais qu'on doit bientôt finir, on en parlait juste avant quand on était sur Discord, quid des hommes qui font du travail du sexe? Ils sont où? Qu'est-ce qu'on... Ouais. On parle pas du tout de porno gay, c'est évoqué nulle part dans ce rapport, nulle part. Et on parle pas non plus des acteurs hétéros et du type de violence qu'ils peuvent vivre aussi, parce qu'il y en a, ça existe, et des pressions. Oui, parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'hommes qui sont quasiment, enfin, qui ont tellement de pression au travail, où le temps est resserré sur les tournages, il y a moins d'argent, il y a de la pression, il y a pas tous les rôles qu'il y a sur les tournages de cinéma traditionnel, etc. Du coup, tout ça faisant, bah, bander, ça se fait pas en un claquement de doigts pour tout le monde. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont contraints à prendre, à se piquer pour pouvoir être maintenu quoi, en érection et tourner la scène. Ça peut avoir des vraies conséquences sur leur santé. Il n'y a pas de campagne d'information là-dessus. Il n'y a pas de suivi. On est censé voir la médecine du travail tous les 5 ans, ça n'existe pas. Enfin, il y a un vrai problème, je pense, là-dessus. Enfin, chacun fait absolument ce qu'il veut avec son corps, etc. Mais je pense que c'est un point qui aurait pu être soulevé parce que ça peut avoir un impact ensuite sur leur sexualité dans un cadre intime. Et Absolument. quand ce sont de jeunes acteurs, bah, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de campagne de prévention sur la santé sexuelle spécifique sur le porno, quoi. Mhm. Absolument, et puis pareil, ça parle pas du tout non plus même de certaines discriminations que peuvent vivre des hommes qui travaillent dans cette industrie de la même manière que des femmes vivent ces discriminations-là aussi. Parce qu'il y a aussi ensuite des discriminations à l'embauche quand on décide de se reconvertir. Il y a aussi Ah oui, oui. des stigmates, de la famille qui tout d'un coup veut plus parler aux personnes, etc. Et, euh, et ça, c'est pas une seconde évoqué dans ce rapport. Ouais, ouais, parce que c'est des hommes qui ont perdu leur job, leur autre job, parce qu'ils étaient acteurs porno, j'en connais, hein. Enfin, c'est une réalité, et c'est un truc qui est absolument pas évoqué. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme acteur porno qui a été auditionné, hein. Enfin, Non, c'est vrai, y a aucun, c'est vrai, y a aucun homme travailleur du sexe qui a été auditionné dans ce rapport. Pas un seul. Pas un seul. Et l'idée, et puis l'idée que de toute façon la pornographie gay n'existe pas. Hein. Quand on les écoute, oui. et pareil, parce que on va finir rapidement parce que après on doit laisser notre place. Pareil, cette idée que en gros la violence dans le porn n'est dirigée que sur les femmes, mais que par exemple des actes BDSM, etc. ne peuvent pas exister entre hommes. Ou Ouais. inversement, des hommes ne peuvent pas être bottom dans une activité BDSM. Ouais. C'est pas du tout évoqué. C'est même pas considéré. Ou, ou qu'une femme ne peut pas commettre de violence sexuelle aussi. Ouais.
c'est un truc qui est. Enfin, Non, je c'est vrai trouve que qu'il y a. le rapport est extrêmement. Enfin, le rapport est complètement orienté en fait. J'ai l'impression que la façon, on va mettre un peu la conclusion, la façon dont ce rapport a été fait, ça a été ok, on a l'occasion de taper fort après les affaires Pascal Opé et Jackie et Michel, profitons-en et surtout venons avec un agenda abolitionniste et quels que soient les retours qu'on va nous donner, on s'en fout, on va orienter le rapport de façon à ce que ça fit cet agenda-là. Et moi j'ai l'impression que ce rapport c'est juste ça, c'est juste une justification de position qu'elles avaient déjà en commençant. Oui. Voilà. Bonjour, on va devoir vous couper doucement. Oui. Je suis désolé parce que c'est super intéressant ce que vous dites et du coup je sens limite coupable de vous couper, Oh. mais on en fera Non. d'autres, c'est pas grave. On en fera d'autres. En tout cas, votre live était super intéressant. merci. Et merci. Mais Merci je vous laisse beaucoup. conclure si vous voulez, y a pas de souci. Non, mais je voulais te remercier Eva d'être venue et qu'on soit ta première expérience Twitch. Donc, je me sens très très honorée. Oh. Je trouve que c'est super cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver justement tes travaux avec Act Up, d'une manière plus générale, ton militantisme? Ce que je peux là partager, c'est je fais ça vite fait Oui. dans le chat la fameuse tribune qui critiquait le rapport qui avait été signé par pas mal de chercheurs au moment de sa parution. Mhm. Ah Si tu mince, veux, tu je peux me suis les pas envoyer par inscrite MP et sur. je les mets dans le chat si tu veux. Ah super, merci. Parce que j'ai pas Twitch. Mais du coup, oui, je vous invite à suivre le compte Twitter du Stras, tiré du bas syndicat, et le Twitter de Act Up Paris, comme ça se prononce, pour écouter les discours qu'on a apportés, les contre-discours qu'on a apportés. Super, oui, Jackie a mis la tribune de Mediapart. Parfait. Ah, merci. Merci Jackie. J'ai mis le Stras et Act Up Paris. Parfait. Ben, merci beaucoup Merci. Eva d'avoir été avec nous. J'espère qu'on te retrouvera sur Twitch très bientôt parce que c'était trop chouette Yes. et qu'on a besoin de Merci à plus de toi. discours, pro sex work sur cette plateforme. Juste Niméa, est-ce que tu as tu as la clé de stream? Ouais. Ok, c'était juste pour vérifier. Parfait. Du coup, tu me dis Echarpe quand est-ce que je stoppe le stream? Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin ou est-ce que vous avez déjà conclu et ensuite on fait un petit décompte pour passer la main? Un petit mot de la fin, Eva? Sex work is work. Ouais. Exactement. Protégez les sex workers et faites appliquer le droit du travail. Déjà. Ça peut être un bon départ. Bah nickel, Voilà. nickel. Des comptes? Du coup, petit décompte.